Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre noire de Goupil pour ces news où on est encore en septembre. Et du coup, j'ai un peu étoffé les sujets qu'on va voir dans cette vidéo. Alors déjà, pour en parler, je suis sur le Sony Alpha 7 III en 4K, 24 images par seconde en 60 mégabits. Et j'ai fait une petite découverte assez marrante, c'est que lorsque on veut se mettre en 100 mégabits, il faut passer sur une UHS 2. Et le truc marrant sur la 7 III, c'est qu'on a un port UHS 2 et un port UHS 1. Donc il faut se dire, bah attends, je suis en vidéo, je veux l'UHS 2, et si je peux enregistrer les photos et les vidéos sur deux ports différents, ce que je fais, et ben il faut se dire, alors il faut laisser séparer, mais il faut changer, parce que Sony fait ça en fait, le format, enfin la carte de priorité, enfin la priorité de la carte, et la priorité de la carte va d'abord en photo, donc il faut mettre emplacement 2, puisqu'on a un UHS 1 sur le port 2, qui est à l'envers d'ailleurs, avec les cartes dans l'autre sens, donc c'est vraiment assez intéressant chez Sony. Donc voilà. Donc dans ces news, bien évidemment, je vais vous parler des vidéos qui vont sortir. Donc les vidéos dont j'ai parlé la semaine dernière, elles sortent. C'est juste que comme j'ai commencé à faire de la 4K grâce à mon nouvel ordi qui fait des rendus et donc des vidéos très très rapidement, en fait le seul problème c'est que comme j'ai pas la fibre ici, ça fait des vidéos qui sont très très longues à charger. Donc voilà. C'est pour ça que au final j'essaierai de faire les news le plus rapidement possible, les autres vidéos elles sortiront quand je peux au final. Donc voilà pour information. Donc on va commencer tout de suite. Là, évidemment je n'ai pas ouvert la bonne page. Plein de pages sur les informations de chaque appareil photo que j'achète. Je fais toutes les caractéristiques du XT4 quand je l'ai acheté pour vraiment être sûr de tout ce qu'il avait en interne ou pas. Voilà. Je suis là. Donc vous aurez une vidéo la semaine prochaine sur le 50 mm f1.0 dont je n'ai pas parlé dans les news. Donc voilà, Fujifilm sort un 50 mm f1.0 et dans cette vidéo je parlerai du fait qu'on l'appelle 1.0 et que Fuji fasse de la promo là-dessus. Mais voilà, c'est une optique qui a l'air vraiment d'être assez exceptionnelle, donc pas forcément par rapport au 56 f1.2, mais par rapport au 50 mm f2, il est vraiment meilleur et ça se voit dans les tests qui ont déjà été faits. Et c'est une optique qui, bon, sera quand même assez chère, mais comparé à des optiques plein format, ce sera pas si cher que ça, puisque bien évidemment c'est un APS-C et donc il faut un intérêt à rester sur de l'APS-C pour Fuji, donc je sais pas comment ils ont fait. Et apparemment, par rapport aux autres optiques très ouvertes, c'est la première nouvelle génération qui permet d'avoir un autofocus bien meilleur sans avoir mouvement un peu bizarre des optiques Fuji où il va un peu quand même chercher derrière, qui fait à la fois l'appel, de contraste et la corrélation de phase. Donc voilà pour cet objectif. Donc j'ai fait une vidéo où je parle de ça et donc vous la verrez normalement la semaine prochaine. Voilà. Donc et évidemment il y aura aussi les vidéos sur le VGC3EM et la LP2341, donc qui est le L-bracket pour le Battle Grip, donc ce que je suis en train d'utiliser pour mettre le A7 III ici. Et donc je ferai sûrement, si je publierai sûrement une vidéo sur les entrées de gamme, mais comme quoi au final c'est pas ce qu'on attendait cette année. Et donc voilà, donc je vais vraiment passer aux news. Il y a beaucoup de rumeurs surtout qui seront présentes dans cette vidéo. Mais il y a des choses intéressantes avec des petites sections que j'ai ajoutées. C'est une section qui sera le fail de la semaine. Donc chaque semaine ou chaque fois que je ferai une vidéo de news, je vais parler d'un fail ou de plusieurs si j'en ai plusieurs. Et donc là c'est Canon, alors pas que ce soit un si grand défaut que ça, mais en sortant le doubleur et l'extendeur 1.4, et bien en le mettant sur le 100-500, il y a un petit problème. Et donc j'imagine l'ingénieur qui a fait le 100-500, on va l'appeler David. David,
Alors le 100-500 il est très très petit, c'est très très bien. Il sera vraiment très intéressant avec cet extendeur 1.4 et la Devin. C'est vrai qu'il fallait mettre un extendeur au bout. Donc en fait finalement le problème qu'il y a avec ça, c'est que en fait vous perdez toute une plage de zoom sur l'objectif parce que en fait à 100 en fait la formule optique va au bout, vraiment juste pratiquement directement sur le capteur. Du coup ce que ça fait c'est que vous pouvez pas mettre l'extendeur dès le début, donc en fait il faut le dézoomer, enfin le zoomer plutôt à 500, le mettre, et vous constatez que vous avez l'optique qui s'arrête à 300 mm sur le 1.4, donc ça risque d'être un peu plus réduit sur le f2 puisqu'il est plus long au bout. Si vous voyez à quoi ça ressemble un extendeur, il y a toujours une partie de l'optique, bien qui est protégée par des caoutchoucs et tout dans le genre, qui dépasse de la monture pour rentrer dans l'objectif. Donc c'est pour ça qu'il y a certains objectifs qui ne marcheront jamais avec, notamment les grands angles, mais ça ne sert absolument à rien de mettre un extendeur dessus. Et donc en fait, un des problèmes que j'ai avec ça, c'est que vous pouvez vous dire, ouais, c'est pas forcément un problème. Bon, déjà ça réduit votre zoom, donc l'intérêt d'un extendeur sur un tel objectif zoom, c'est d'avoir une plage plus étendue que par exemple d'avoir un 500 et de faire un x2 et de retrouver à 1000 et d'être là pour plus pouvoir reculer. Ça c'est un problème souvent avec les objectifs très zoomés, et là vous pourrez pas, bien évidemment. Mais aussi le problème que j'ai, c'est pour le rangement, je sais pas comment appuyer sur l'appareil photo si ça va pas craindre un peu d'avoir le truc qui n'est pas rangé de façon optimale, puisque évidemment l'objectif reste étendu avec la formule optique qui va toucher au final l'extendeur à 300 mm. Donc voilà pour le fail de la semaine. Une autre information qui est assez intéressante, qui n'est pas du coup du fail, c'est quelque chose qui va servir à améliorer la stabilisation des Sony. Alors c'est un procédé assez spécial puisque ça vous demande de faire du post-traitement, et donc d'enlever la stabilisation sur le capteur sur les appareils photo. C'est en gros maintenant, depuis le ZV1, Sony enregistre les données gyroscopiques des capteurs, du mouvement de l'appareil photo, et donc ça permet en post-traitement de pouvoir faire une stabilisation électronique vraiment très efficace, et vous pouvez la choisir, et ça se fait par le logiciel Catalyst. Mais après il y a des présupposés qui font que c'est un peu plus compliqué à utiliser que par exemple la stabilisation sur le capteur, mais c'est quand même assez intéressant. Donc sur le ZV1, le A7S3, bien que lui il intègre, je pense qu'il intègre les données gyroscopiques dans sa stabilisation électronique, qui est vraiment très bien. Pour rappel, ça diminue un peu la taille du capteur en vidéo, pour pouvoir permettre à la fois la stabilisation optique et électronique de marcher conjointement de manière plutôt agréable, et c'est la meilleure dans le sens où les grands angles n'ont pas cet aspect, ils bougent pas, enfin en fait la stabilisation arrive à être bonne sans avoir à trop bouger le capteur, donc c'est vraiment très bien. Les présupposés que il y aura aussi la 7C bien évidemment, puisque c'est le dernier sorti de chez Sony qui aura ces données gyroscopiques, et c'est ça qui va être intéressant avec le A7C au final, c'est que vous aurez une bien meilleure stabilisation que sur le A7 III dessus, bien que la stabilisation physique soit moins bonne, puisque le dispositif a été mis à l'échelle, et donc ça n'a pas amélioré les choses. Donc en gros dans Catalyst vous pourrez modifier ça, mais ça demande quelque chose d'assez spécifique, c'est d'augmenter drastiquement la vitesse de l'obturateur. Donc en gros il faut pas être dans la loi des 180 degrés de l'obturateur. Et donc c'est ça la seule chose, c'est qu'il faudra vraiment être très très rapide. Donc le plus rapide que vous êtes, le mieux ce sera, parce que il y a des espèces d'artefacts qui peuvent apparemment apparaître si vous avez une image qui est un peu trop floue. Donc voilà. Et en fait, ce qui sera réglable, et c'est là aussi l'intérêt du système, c'est suivant le crop que vous allez appliquer à votre image, vous pourrez régler la sensibilité de la stabilisation. Donc c'est à vous de choisir au final ce que vous voulez, si vous voulez que ce soit vraiment très stabilisé et que vous avez un vraiment très grand angle, ou si vous avez un angle plus restreint, une stabilisation légèrement moins bonne, mais qui va conserver votre cadre au final. Et donc c'est ça qui va être intéressant avec
ces données gyroscopiques chez Sony. Donc voilà, vraiment quelque chose qui peut encore donner plus d'intérêt à la 7C, qui pour moi, le plus gros défaut, c'était bien évidemment cette stabilisation qu'elle est moins bonne que la 7III au final, qui n'est déjà pas très bonne. Donc voilà, ça peut être vraiment très intéressant pour ça, notamment grâce aux facultés autofocus de la 7C qui sont vraiment très très bonnes. Donc on va passer du coup aux rumeurs de cette semaine. Alors depuis un moment ça traîne, normalement on devrait avoir l'information apparemment en octobre, mais c'est pas encore dit. On va avoir nos Z7 et Z6S qui devraient arriver, donc du coup dans les mois qui suivent. J'espère qu'ils vont pas nous faire une 70-200 où on les aura jamais avant à un moment, mais il faut que cette fois Nikon corrige leur copie et qu'ils fassent des appareils photo qui soient au moins aussi bons que ce qu'on a aujourd'hui, et ça semble assez intéressant de ce côté-là. Alors le seul problème qu'il va y avoir avec ça, c'est que ça rendra basiquement obsolète les autres. Les Z6 et Z7, c'est ça qui va être un petit peu dommage là-dessus, c'est que comme c'est un S, c'est une évolution par incrément, donc assez faible, donc on aura à peu près le même boîtier, et ce qu'il va y avoir en plus, donc on aura le même capteur, donc j'en reparlerai juste après, on aura à la place d'un seul X-Speed, on en aura deux, normalement c'est l'X-Speed 7 me semble-t-il, donc ça doublera la capacité du CPU, et à mon avis ça pourra faire en sorte que l'autofocus soit vraiment très très bon. Donc je reparle là, le seul problème que j'ai, c'est que par exemple sur le Z6, le Z7 ne souffre pas de ce défaut-là, parce que il est beaucoup plus défini en collimateur autofocus. Enfin, il est plus défini en collimateur autofocus. Je sais pas si la technologie de Nikon n'est pas encore assez bonne pour faire beaucoup plus de collimateur autofocus, mais je trouve que les collimateurs du Z6 sont trop grands et pas assez sensibles sur une zone assez précise, donc on verra si c'est augmenté sur le Z6S. Ce qui serait bien, c'est qu'avec cette augmentation du CPU, on ait des nouvelles facultés autofocus, un peu comme ce qu'on aurait sur le A7 III, avoir par exemple des points plus petits, des modes larges, des modes de suivi, enfin un peu plus évolué on va dire, et un peu moins compliqué que genre utiliser juste le eye tracking sur l'autofocus large qui est une aberration en soi. Donc ce qu'on aura en plus, c'est la charge USB via le NEL15, donc C. Donc normalement on pourrait charger l'appareil photo alors qu'il est en train de marcher, donc ce qui pourrait être vraiment très très intéressant. On aurait deux cartes mémoire, donc la solution la plus probable ce serait de prendre une bon, c'est une XQD mais une CF Express type B, donc maintenant on a les A sur le Sony A7S III, et une SD, parce que je suis pas sûr qu'on ait beaucoup plus de place, surtout si on rajoute un processeur dans un Z6 ou Z7. Voilà. Donc ce serait bien que c'en soit deux, mais il faudrait trouver la place pour les mettre, et c'est pas gagné. On aurait de la 4K par contre en 60 images par seconde, donc ce serait vraiment très bien, parce que ça ferait, comment dire ça, il serait quand même un peu plus cher, il serait plus aux alentours, je pense, le Z6S un peu moins cher, je pense, que le 6D, mais ça reste quand même assez cher. Donc il aurait la 4K à 60 images par seconde, donc il serait capable de concurrencer le R6 et à la fois d'être meilleur que le A7C. Bien que, bien évidemment, il y aura aussi le S5 qui fera concurrence à cet appareil photo, mais s'il a des capacités autofocus améliorées, il est déjà bien meilleur que le S1, donc il n'y a pas de souci à se faire par rapport au S5. On aurait apparemment plus de features vidéo, ce qui est pas mal, à savoir que le Z6 c'est vraiment déjà pas mal de ce côté-là. C'est aussi un des aspects que j'aime bien chez lui, bien que je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Autant que juste de faire de la photo ou de la vidéo, c'est le vidéo timelapse directement dans l'appareil photo, et je trouve que c'est vraiment très très bien. Après il faudra que je vois un jour sûrement prendre le A7 III pour faire des photos d'étoiles, et juste le Z6 pour faire de la vidéo timelapse. Parce que ça prend vraiment énormément de temps, hein, si vous voulez avoir beaucoup d'intervalles assez longs, et à la fois une vidéo assez longue bien évidemment, parce que pour 10 secondes, en 24 images par seconde, ça m'est déjà arrivé de faire
40 minutes, voire 50 minutes à voir l'appareil photo en train de travailler et être là en mode mais qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Donc autant prendre un autre appareil photo pour faire des photos. Et donc on aurait un EVF amélioré, à savoir que celui-là est de 3,69 millions. Et on aurait apparemment la dalle qui aurait dans le, qui a dans le A7 R4, donc 5,76 millions. Ce serait plutôt bien et je pense que la formule optique pourrait rester la même, ça sera quand même assez intéressant. Et on aurait enfin un grip vertical, je sais pas, chez Nikon, parce que eux c'était vraiment des pionniers à faire ça. Eux et Canon, bien évidemment, dans leurs argentiques, les derniers, ils avaient fait tous leurs appareils photo avec la possibilité d'avoir un grip, du temps des réflexes, ça reste encore le temps des réflexes, mais on avait des options qui étaient améliorées sur l'appareil photo, donc si vous voulez la capacité maximale de l'appareil photo, aussi bien en rafale que en plein de choses, surtout en rafale, avec la batterie par exemple d'un D5 que vous mettiez dans un D850, et il fallait le grip. Et là, à la fois pour le D7500, le Z6, le Z7, le Z5 bien évidemment, puisque c'est la même base qu'un Z6 ou qu'un Z7, le Z50 et le D780, on n'avait pas de possibilité de battle grip, et c'est un gros problème parce que c'est quand même très intéressant. Moi j'ai ça sur le Sony, et outre le fait d'avoir un support un truc pour mettre des batteries, c'est bien d'avoir la possibilité de faire du cadrage vertical, surtout au téléobjectif, parce que sinon si vous mettez l'appareil photo comme ça, comme le poids il est réparti un peu bizarrement sur votre bras, vous n'avez pas l'habitude de faire ça, donc même si quand vous soulevez les bras vous avez moins de force, c'est quand même bien mieux de rester dans la même position en vertical ou en horizontal. Donc c'est bien qu'ils fassent ça. Donc j'ai un peu déjà beaucoup parlé sur ces Nikon. Donc pour moi, s'ils les font pas dans pas longtemps, donc là maintenant, dans les semaines qui vont venir, qu'ils l'annoncent, ça sera plutôt pas mal. Ce qui serait bien, c'est qu'ils l'annoncent, qu'ils le fassent et qu'ils aient quand même un Z8 ou un Z9 professionnel derrière pour pouvoir enchaîner avec ce qui risque sûrement d'arriver l'année prochaine. Donc on va voir ça tout de suite. La news un peu plus vidéo. Alors Canon va enfin sortir sa première caméra avec monture RF qui peut servir d'un adaptateur 0,71 pour passer sur des optiques EF, donc c'est plutôt intéressant. Et donc c'est une caméra super 35 mm, il me semble, avec 2 batteries à l'intérieur, qui marche sur carte SD qui n'est pas 8K par contre, puisque ça utilise les capteurs DGO qu'on a déjà pu trouver sur les dernières caméras. Je ne sais plus si c'était la nouvelle C300, je crois qu'il l'avait dans l'annonce du R5. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, le DGO c'est le capteur Dual Gain Output. Donc en gros, de la même manière que du Dual Pixel, c'est un peu la même technique. En gros, on split, donc on coupe un pixel en deux et on le dit, un pixel, une partie s'occupe des hautes lumières, une partie s'occupe des basses lumières. Donc ça permet d'avoir une dynamique améliorée. Et donc normalement, on est censé avoir 20 points de dynamique avec ça. Donc on est plutôt confortable avec ça, et il y aurait pas de stab, un Digic spécial pour caméra. On aurait un format, on aurait de la 4K déjà 120p dessus, donc c'est plutôt très bien. Et on aurait un format Super 16 à 180p, donc à mon avis encore plus croppé. Et donc ça marcherait sur du XF AVC 4K 422 10 bits, donc tout ce qu'il faut pour faire de la bonne vidéo, avec du RAW aussi me semble-t-il. Non, je suis pas sûr qu'elle fasse du RAW celle-là. Après on aura l'intelligent tracking, donc on aura à peu près les mêmes features qu'on avait sur le R5 et le R6, donc le nouvel autofocus intelligent qui devrait être vraiment très très bien. Et donc un des intérêts de cette C70, c'est que ça ressemble en fait à un espèce de mélange entre un R5 et un DX, donc en fait vous pourrez aussi shooter en vertical à la main en fait pour pouvoir faire par exemple des formats type Instagram, donc des formats de gens qui filment comme ça, voilà, qui s'est popularisé parce que les gens n'ont jamais appris à filmer dans l'autre sens. Moi ce qui m'énerve, parce que on a du noir sur les côtés souvent, à part parce qu'on visionne sur Instagram sur son téléphone, voilà, ce qu'on fait souvent.
Donc voilà, ça pourrait être une caméra vraiment intéressante, mais moi, comme j'en ai pas l'utilité et que ce serait vraiment avoir un truc énorme, en plus ça coûterait vraiment trop cher. Déjà que j'ai jamais acheté un appareil photo professionnel de ma vie, c'est pas pour acheter une caméra qui serait encore plus cher que ça. Donc voilà. Donc là, j'ai cherché ça sur le site Canon Rumors. Et donc là, on va parler d'une rumeur qui n'est pas encore vraiment confirmée, puisque c'est ce qu'on appelle CR3. Donc CR3 chez Canon Rumors, c'est comment dire, les rumeurs qui sont pas forcément encore concrètes et dont ils peuvent changer ou elles peuvent être fausses. Donc il y a par exemple la CR2 et CR1, on est pratiquement sûr que c'est bon. Donc on aurait probablement en 2021 une version RF du 1DX Mark III, donc ça reste encore assez flou de ce que ça sera, donc ce serait probablement ce qu'on va appeler le R1. Donc ce serait intéressant, apparemment il arriverait au milieu de l'année 2021. Et la seule chose dont on est sûr, c'est qu'il ne reprendra pas le même capteur que le 1DX Mark III, parce que maintenant, bien évidemment, faut donner de la définition un peu à ces capteurs professionnels pour qu'ils se détachent du lot, parce qu'on a déjà le R5 et le R6 qui sont vraiment des caméras très capables, enfin des appareils photo très capables, et le R6 déjà utilise le capteur du 1DX Mark III, donc que lui apporter de plus. Et donc même, je pense que ces caméras professionnelles vont devoir maintenant passer à la 6K, voire même à la 8K, donc il faut vraiment changer cette définition, qui était très faible jusque-là, à savoir 24 millions de pixels sur les A9 et 20 millions de pixels bien évidemment sur le 1DX Mark III, mais aussi sur le 1DX Mark II, et c'était 18 millions de pixels sur le 1DX Mark I. Ou juste le 1DX tout court. Donc en parlant de professionnels, pour que je continue là-dessus, on aurait un Sony Pro probablement au début 2021, enfin début premier tiers de 2021 qui serait annoncé. Et donc bon, faut toujours se méfier de ça, puisque c'est voilà, c'est quand même donné à la fois dans plusieurs endroits, donc ça se trouve ils ont eu la même info, mais on aurait un Sony Pro, donc ils ne savent pas forcément le nom, donc peut-être un 9 Mark III. Et donc ce serait enfin le boîtier Sony qui augurait un boîtier un peu plus gros pour un peu mieux se comparer face à des boîtiers comme ça. Donc moyennant peut-être une architecture un peu plus grosse, même pour peut-être accepter des facultés bien plus énormes que les autres appareils photo, sachant que même si Sony travaille sur la miniaturisation des choses, avoir un plus gros boîtier leur permettrait d'inclure beaucoup plus de choses là-dedans que sur à la fois les A7 et le A7C maintenant, et donc ça leur permettrait de faire des choses qui n'ont jamais été faites, bien évidemment. Donc on aurait bien évidemment toutes les évolutions qu'on a eues récemment sur les appareils photo, donc en fait ça reprendrait pas mal de caractéristiques de l'A7S III, donc en physique, on va donc le viseur 9,44 millions de pixels à 0,90 de grossissement qui est vraiment génial. Bien évidemment ces ports SD et CF Express type A. On aura les menus évidemment de la 7S3, donc peut-être, sûrement qu'on aura l'écran orientable aussi, donc il faut vérifier, mais on aurait ces menus tactiles et de nouvelle génération. On aurait du coup aussi le Active Mode sur l'Ibis pour avoir bien évidemment une meilleure stabilisation directement dans le boîtier. Et donc, ce qu'ils disent dessus, c'est qu'il n'y aura vraiment plus rien de, des anciens boîtiers dessus. Donc ça augurerait aussi sûrement la 8K sur un appareil Sony, et donc c'est sûrement pour ça qu'on aura un appareil photo plus gros, parce que grâce à la miniaturisation et cet appareil photo plus gros, on n'aurait plus aucun problème de surchauffe sur un appareil photo 8K. Ce qu'ils disent aussi, c'est que c'est pas de la 8K de folie, apparemment, ce sera quand même un premier test pour Sony de faire de la 8K, donc ça restera de la 8K à 30 images par seconde, et ça donnerait bien évidemment accès aux mêmes choses que peuvent avoir le A7S III. Donc il pense à un capteur de 50 millions de pixels. Au final ça peut être logique, puisqu'il faut au minimum 44 et quelques millions de pixels pour pouvoir faire de la 8K, donc ça serait totalement logique. Et donc il serait plutôt au final cher, je pense qu'il serait un peu plus cher que le A9 II au final. Et donc voilà, ça augure d'un
de futurs combats entre Canon et Sony qui seront assez intéressants à regarder. C'est pour ça que Nikon devrait vraiment s'y mettre sévèrement, parce que sinon ils vont vraiment se noyer, et ce serait un peu dommage. Aussi même bien évidemment Panasonic. Et puis voilà. Donc il y a des rumeurs un peu bizarres qui traînent chez Canon. Ça reste apparemment du CR1, mais on aurait, au lieu de juste avoir une version, disons S, du R5 qui serait une version à 90 millions de pixels, qui aurait quand même 12 images par seconde. Je ne sais pas comment il ferait pour que ça marche correctement. Il y aurait apparemment un R5C ou un RC qui reprendrait sûrement le boîtier du R5. Et donc le RC serait un concurrent direct du Sony A7S III. Donc avec un capteur limite même un peu plus petit que l'A7S III. Donc voilà, apparemment on aurait un autofocus qui serait à la fois meilleur sur le RC et sur le R5S que sur le R5. Donc après ça, il faudra voir ce que ça, ça produit, mais on peut pas dire forcément si c'est vrai ou pas vrai. Donc on aurait bien évidemment des choses comme de la 4K 120, des choses dans le genre, et donc la vidéo, en fait, bien évidemment le R5S n'aura jamais des capacités vidéo aussi bonnes que le R5, mais apparemment le R5C aurait tout de mieux apparemment que le R6 et le R5, peut-être un peu moins, enfin une définition qui, lorsqu'on les compare, sont pas vraiment égales, mais ce qu'on constate, c'est que dans la plupart des choses qu'il fait, un A7S III est bien meilleur que le R5 ou le R6, notamment dans ses compressions de vidéo et dans la facilité de lecture. Après, peut-être que c'est parce que c'est Sony et qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des logiciels Sony où ils sont plus ancrés dans la vidéo, donc plus facile à décrypter. Mais voilà, peut-être comme pour le RC, un boîtier qui sera plus facile avec des codecs plus simples en vidéo, moins, avec des capacités, un peu moins jugulées, par Canon, au profit de ces caméras vidéo. Donc il faudra voir ce que ça donne, et si ça existe vraiment, parce que ça semble, en fait, ce qui semble étonnant avec un RC, c'est que comme Canon a sa gamme caméra, où ça viendra se placer, et qu'est-ce qu'il aura qui n'a pas des caméras Canon, parce qu'on sait aujourd'hui que le R5 et le R6 ont sûrement des capacités un peu bridées en vidéo, sûrement pour privilégier leur caméra vidéo, notamment un autofocus qui n'est pas forcément toujours très très bon, un C-Log qui permet pas la détection des visages, donc en fait qui fait en sorte d'exposer juste les hautes lumières, donc en fait tout est noir sur la vidéo, donc il faut vraiment retoucher l'image de manière très très poussée pour avoir quelque chose d'intéressant, alors que sur du 4K ou du 8K basique, on peut avoir la détection du visage et des yeux. Donc voilà. Et donc c'est à peu près tout pour les news que j'aurai cette semaine. Bon, si j'ai pas parlé de certaines choses, j'en parlerai forcément la semaine prochaine, mais je pense que j'ai déjà parlé de plein de choses ici. Voilà. Donc la seule chose que je pourrais ajouter, c'est je vais peut-être faire ça dans les news, je vais un peu parler de mes retours d'expérience avant de faire mes reviews ou quoi que ce soit. Donc je continue encore les tests du A7 III, qui est vraiment très bien. Mais il y a des choses assez étranges dessus. Par exemple, comme vous le savez, il y a un gros problème de passer de la photo en vidéo et de, de devoir tout changer à chaque fois. Donc il faudrait que je mette ça sur mon custom mode. Mais j'ai toujours pas changé le fait de changer le collimateur précis, donc dynamique, donc avec les collimateurs autour, avec l'autofocus large, là où par exemple chez Nikon, il active ce qu'on appelle le mode AFF, qui est un mode large qui détecte automatiquement les yeux, et si vous voulez pas de détection des yeux, vous passez dans un autre mode, donc par exemple en AFC. La différence entre l'AFC et l'AFF, c'est que, ce que dit pas Sony, c'est qu'il fait tout le temps l'autofocus. Lui, il fait tout le temps l'autofocus juste quand il est en mode AFF. Donc vous pouvez choisir un autre mode et ça vous passe la main. Donc c'est assez cool de ce côté-là. Le truc que je trouve bizarre sur cette 3, c'est que lorsque vous n'êtes pas en mode large, en fait, il va se battre entre le collimateur et la détection des visages. Donc sur la vidéo que vous verrez de la semaine prochaine du 50 mm f1.0, il détecte bien mon visage, mais on voit des fois que l'arrière-plan bouge, et je pense que c'est juste l'autofocus qui se bat
petit collimateur qui est d'un côté, qui devait être sur mon épaule, et un peu se déplacer en arrière-plan à chaque fois, et l'autofocus du visage. Donc voilà, un petit retour là-dessus. Donc le Z6 reste quand même encore une meilleure caméra vidéo que le A7 III, et c'est aussi probablement pour ça que je le garde, c'est qu'il fait quand même des choses assez intéressantes malgré tout, et donc ça reste quand même un bon choix si vous faites de la vidéo, que vous voulez un appareil photo plein format pas très cher. Donc voilà, ça restera quand même pour moi, pour faire du vlog, moyennant le fait de ne pas avoir l'écran qui se retourne, un meilleur choix que l'A7 III et même l'A7C. Voilà. Parce que l'autofocus est très bon en vidéo, encore une fois, sur le Z6. Donc, vous vous en foutez peut-être que j'ai parlé de ça. C'est la fin du coup de ces news. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, bien évidemment. Je vous encourage à commenter et à parler de ce que vous n'avez peut-être pas compris, de choses qui vous intéressent vis-à-vis de ces news dont j'ai parlé, et où il y a peut-être un point dont j'ai parlé qui vous intéresse et dont je n'ai pas parlé. Si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment, abonnez-vous. Ça vous permettra, selon les bons vouloirs de YouTube, de savoir quand je fais une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi activer la cloche. Et moi, je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Whoopi.